On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous replongerons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Dans la frénésie de sa vie de réalisatrice parisienne, Sandy apprend soudainement la mort de sa meilleure amie sur Twitter. Les éléments étranges qui suivront cette nouvelle vont changer sa vie et celle de son compagnon à tout jamais. Cette histoire s'intitule Le pot de confiture. Je me suis intéressée à tout l'univers du paranormal à partir du moment où une de mes meilleures amies, qui s'appelle Becca, est décédée. Et le fait est, c'est qu'elle est américaine, donc elle habite à Boston, donc j'ai pas pu participer à l'enterrement. J'ai pas pu vraiment lui dire au revoir correctement, et ça m'a beaucoup perturbée. Pour lui dire au revoir, j'avais accroché un cadenas sur le pont des quais Saint-Martin, où à l'époque on pouvait encore mettre des cadenas et tout, c'était pas encore interdit. Becca, je la connaissais pas depuis très très longtemps. Ça faisait 3-4 ans qu'on se connaissait, de par l'intermédiaire d'Amanda Palmer, qui est une chanteuse que j'adore, à l'époque où elle venait de commencer sa carrière en solo. Et en fait, Becca, c'est une de ses meilleures amies, Amanda. Du coup, voilà, on se parlait beaucoup sur Twitter. Et un jour, je suis allée à Boston, on s'est rencontrés. Enfin, vraiment, c'était ambiance flamme jumelle, on s'adorait et tout. J'ai fait des soirées à Boston avec Amanda, avec Becca. On avait un signe de gang quand c'était fait. Du coup, je me suis fait tatouer parce qu'on devait se le faire tatouer dès qu'on se revoyait à Paris. Et finalement, je l'ai fait pour nous deux. Et j'ai même, un de mes tatouages est complètement dédié à Becca. Elle connaissait mieux ma vie alors qu'elle était à Boston que des gens que je côtoie tous les jours. Et on devait se revoir. Moi, c'était la première qui suis allée à Boston et elle devait venir à Paris l'année d'après. En fait, j'ai appris sa mort via Twitter, via Amanda Palmer, qui poste que son amie Becca vient de décéder. Et du coup, c'était vraiment très bizarre la façon dont j'ai appris ça. Et elle est décédée, elle est morte dans son sommeil. Donc c'est un peu une des plus belles morts. Moi j'aimerais, tu dors et tu te réveilles pas. Et elle avait 27 ans pour le coup, donc c'était quand même assez glauque. Moi, je comprends pas que je n'arrive pas à faire son deuil alors que vraiment j'ai enterré beaucoup de gens, même si j'avais que 32 ans. La première personne que j'ai enterrée, j'avais 14 ans et c'était mon petit copain de l'époque qui s'est fait empaler par une moissonneuse-batteuse. Donc vraiment, j'ai eu une relation avec la mort très jeune et Becca, j'y arrive pas. Je pleure tous les jours, etc. À cette époque, moi, je suis dans une démarche très journalistique parce que je fais déjà du documentaire comme réalisatrice. Je venais de terminer un gros documentaire que je faisais sur les ghettos aux États-Unis, où j'avais fait le tour des ghettos. C'était sur le gangsta rap. Il y a quelques années, j'étais sortie avec un rappeur. Et le truc, c'est que j'ai toujours eu plus l'habitude de fréquenter le milieu du rock et du métal. Et je connaissais rien au rap. Et pour pas paraître idiote, j'avais lu un bouquin qui s'appelle Gangsta Rap, qui raconte toute l'histoire du gangsta rap. Et là, je découvre qu'en fait, c'est écrit par un mec parisien, mais qui a jamais bougé de Paris. Et je comprends pas comment on peut écrire quelque chose sur des gens sans être allé voir sur place.
Et du coup, voilà, j'ai décidé d'aller, comme j'allais régulièrement aux États-Unis, j'ai pris ma caméra et j'ai fait le tour des ghettos, Compton, Brooklyn, Queensbridge, South Central, etc. Et donc, bref, je venais de terminer ce gros documentaire et je cherchais le sujet de mon nouveau documentaire. Et puis, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on sait de la mort, etc. Donc, je m'intéresse à ce sujet. Je commence à lire des bouquins sur le spiritisme, sur Allan Kardec, la base un peu de ces gens qui communiquaient avec l'au-delà. Au même moment, je découvre une émission qui s'appelle Ghost Adventure, qui est diffusée sur Canal Satellite. Et pour la période de Noël, je vais chez mes parents et eux sont abonnés Canal Satellite. Et là, je découvre complètement un nouveau monde où je vois 3 mecs qui vont avec leur caméra et plein d'appareils où tu peux communiquer, détecter tout le monde des esprits. Working alongside the most renowned professionals in the field, capturing groundbreaking proof of the paranormal. It's working! Whoa! I can't give you an explanation. This is our evidence, our ghost adventures. C'est incroyable. Je me dis, il faut que je les rencontre pour les interviewer pour mon film, c'est génial. Donc je dévore tous les épisodes qui existent et puis je continue de me documenter. À cette époque, enfin même encore actuellement, j'étais avec mon fiancé et on habitait à Paris, dans le 10e arrondissement, juste à côté du Petit Cambodge, à côté des quais Saint-Martin. Et lui évolue également dans l'audiovisuel, mais plus côté mode, où il fait beaucoup de vidéos pour Chanel, et également pour la musique. Donc il va suivre Kavinsky en tournée ou Sébastien, et il va faire des... Voilà. Donc on était un peu très connectés avec la hype parisienne, plus le monde de la télé. On faisait donc des films, c'était vraiment ce qu'on savait faire. Jonathan, mon fiancé, voit toutes les recherches que je fais, etc. Mais de loin, on habite ensemble, donc il me laisse faire mes trucs. Et le 2 février 2013, donc 5 mois après la mort de Becca, c'est la Chandeleur. Et comme très régulièrement, je fais des crêpes, on adore ça. Donc forcément, à la Chandeleur, je vais en faire encore plus. Donc je fais mes crêpes pendant l'après-midi. Et on mange nonchalamment nos crêpes avec de la confiture dans notre salon. Et au moment de ranger, donc j'avais un plateau. Et je mets mon tout sur le plateau. Et je porte le plateau pour aller en direction de la cuisine. Et là, en fait, le pot de confiture qui était sur le micro-ondes, il est projeté devant moi, vraiment une force très violente qui projette le pot de confiture. Il se casse pas, il traverse la cuisine et Jonathan est juste derrière moi parce qu'il porte peut-être un verre en plus que j'avais pas pu mettre sur le plateau. Et on voit tous les deux cette scène, l'air est électrique dans l'appart et je me pose même pas de questions, je suis persuadée, je suis sûre que c'est un phénomène paranormal. Je regarde Jonathan et il me dit « Bon, attends, faut pas faire de conneries. » Il est vraiment très sérieux, il me montre un visage que je connais même pas de lui. Donc à l'époque, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. On n'a jamais parlé une seule fois de fantômes, de bizarres, d'étranges. On est vraiment ancrés dans la hype, nos films, Colette. Moi, je travaillais beaucoup pour Colette à l'époque. Dès qu'il y a des événements, je fais les vidéos pour elle. Et vraiment, à des millions d'années-lumière de tout ce monde-là. Et Jonathan me dit, écoute, faut que je t'avoue quelque chose. J'ai toujours grandi dans des maisons hantées. Ce qui vient de se passer, je connais très bien ce phénomène. Il faut qu'on appelle ma mère. Alors je prends ça, d'un côté j'ai super peur, mais d'un autre côté je suis super excitée en me disant, le fait de rechercher, ça y est, on m'appelle. Une sorte de feu vert, de signal. Mais bon, je suis quand même plutôt terre à terre et tout, donc je me dis, je suis quand même pas... Puis pourquoi il se passerait quelque chose chez moi, etc. Parce que, encore une fois, je n'avais pas une seule seconde pensé faire moi-même la démarche de communiquer avec ce monde-là. J'en avais bien trop peur. Je voulais moi juste avoir une démarche journalistique et comprendre qu'est-ce qu'on en sait vraiment. Et du coup, je découvre que finalement, le mec avec qui j'étais depuis 3 ans, lui, a grandi dans beaucoup de maisons hantées, qui voit et qui l'entend, et que ça lui a fait tellement peur parce que lui, il a vraiment vécu des choses très traumatisantes, vraiment ce que tu vois dans les films d'horreur. Et du coup, il a eu tellement peur de ça à 19 ans, il s'est complètement fermé à tout ça et il ne voulait plus vivre face au paranormal. C'est pour ça qu'il ne m'en a jamais parlé. On n'a jamais évoqué le sujet parce que c'est quelque chose il ne veut pas du tout en entendre parler. Mais là, ça se passe chez nous. Et donc, il me dit, ça revient. Donc, je découvre que ma belle-mère est médium.
J'en avais aucune idée. Enfin, médium comme ça, elle en fait pas un métier, mais voilà, elle est très connectée. Donc on appelle sa mère et elle nous dit « Il y a un miroir chez vous ». Effectivement, il y a un miroir. J'ai un miroir ancien. Alors, je me suis rendu compte qu'il est de 1879. C'était mon premier miroir que j'ai acheté quand j'étais en première année de fac. Je l'avais acheté sur le marché en bas de chez moi à Besançon. En fait, c'est un miroir de haute cheminée, mais à l'époque, je le trouvais juste joli. Je n'étais même pas fan d'antiquité encore à l'époque. Je m'en souviens, je l'avais payé j'avais fait 4 chèques de 100 francs parce qu'il me le vendait 400 francs, mais c'était une fortune pour moi. Mais le monsieur avait été assez gentil pour m'échelonner les paiements. Et ce miroir, je le traîne du coup, à cette époque, ça me faisait presque 15 ans que je l'avais déjà. Il s'est jamais absolument rien passé avec ce miroir. Et du coup, la mère de Jonathan nous dit c'est par le miroir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait pour rappeler tout ça? Donc on explique la situation parce qu'assez rapidement on fait le lien entre mes recherches et ce phénomène parce que moi je suis hyper perturbée. Je me dis mais est-ce que tout ça c'est vrai? Mais si c'est vrai, pourquoi on le saurait pas? Pourquoi moi, petite Sandy Lagdar au fin fond du 10e arrondissement, il va se passer quelque chose? Ça saurait si ce serait la réalité. Mais du coup, ça veut dire que je deviens folle et qu'on voit des choses se déplacer comme ça tout seul. Donc, je veux en avoir le cœur net et je casse ma tirelire. Je fais importer tout le matériel des États-Unis, le même matériel que j'ai vu dans les émissions de Ghost Adventure. Je cherche un lieu pour essayer de faire des expériences. Et tout ça, j'arrive à le faire en 3 semaines. Pour la petite histoire, c'est que des concepts d'émissions de télé, des envies de tourner, des pilotes, j'en ai fait des centaines depuis que je suis dans ce milieu-là. C'est toujours la croix et la bannière. Entre le moment où l'idée te germe et les jours de tournage, il va se passer plusieurs mois. Là, j'arrive mais tout à faire en 3 semaines. Je me dis non mais c'est presque trop facile. Du coup, c'est qu'il faut y aller. C'était Château de Fougeray, mais qui n'était pas du tout encore le Château de Fougeray qu'on connaît. À 2 jours de partir en tournage, Jonathan reçoit son meilleur ami, qui est le seul à savoir ce qu'on va faire, parce que nous on évolue dans un milieu un peu branchouille, on veut pas en parler parce qu'on n'a pas envie de passer pour des tarés. On veut déjà en avoir le cœur net, qu'est-ce qu'il en est. Mais voilà, son meilleur ami, Joe, est de passage sur Paris, donc il dort à la maison, et il avait vu toutes les valises et tout de près, donc on lui avait dit, voilà ce qu'on va faire, tu dis rien et tout. Ce soir-là, donc 2 jours avant le début du tournage, tout est prêt chez nous et je commence à me poser des questions en disant non mais quand même, là j'ai cassé toute ma tirelire, tout ça parce qu'un pot de confiture a volé devant moi, ça se trouve peut-être qu'il était juste tombé, donc j'essaie de me refaire la scène aussi, etc. Je me dis t'es en train de te fourvoyer meuf, c'est... Et Jonathan part en club avec Florian et moi je reste à la maison. Et puis 3h du matin, je me réveille. Et vraiment, 30 secondes après que je me réveille, Jonathan m'envoie un texto pour me dire on est de retour dans 5 minutes. Donc je me dis je vais me lever, je vais les attendre dans le salon. Et je les attends et ils arrivent. Puis ils sont un peu pompettes et tout. Et puis Flo, il fait un rigolant. On appelle les esprits et tout. Et là, je m'énerve direct. Je fais non, faut pas rire avec ça. Nous, on prend le truc très au sérieux. Et en fait, il s'excuse, il se fait tout petit, genre non mais désolé et tout. Il voit que je suis un peu montée sur mes grands chevaux et il va aux toilettes, il ferme la porte des toilettes, mais vraiment, au moment où il ferme la porte, genre un énorme bruit, et donc la base du téléphone fixe est projetée dans la cuisine et le téléphone, lui, est projeté dans le salon. What the fuck? Autant le pot de confiture, ça a été déjà assez violent, mais là, c'est en plus un phénomène qui projette 2 objets à la fois à l'opposé l'un de l'autre. Donc, et Flo, qui venait de fermer la porte des toilettes, il comprend pas quand il ouvre, parce que nous, on est complètement paniqués avec Jonathan. On avait reçu le matos des États-Unis, donc direct, on le dégaine et tout, on essaye d'improviser, mais on sait même pas vraiment comment encore faire fonctionner le matériel, on venait juste de le recevoir. Et on s'excite complètement, mais c'est l'alu. Et d'un autre côté, je suis un petit peu rassurée aussi en me disant, non, mais si, il faut vraiment y aller, faut vraiment faire ce tournage. Là, c'était justement
pour m'enlever le doute qui était un peu en train de m'envahir sur est-ce que je dois vraiment faire ce truc ou est-ce que je suis en train de me fourvoyer. Et du coup, à partir de là, 2 jours après, on est parti sur notre première enquête au château de Fougeray. À l'époque, c'était pas du tout le château le plus hanté de France qu'on connaît. Il était vide de tout meuble, mais il commençait à se passer des phénomènes. Et très rapidement, j'avais réussi à contacter la propriétaire et elle nous avait laissé accès à son château pendant 2 jours et 2 nuits. Mais on était vraiment des amateurs. C'était la première fois qu'on découvrait des appareils qu'on venait à peine de recevoir. Et le fait que c'était la première fois où on se retrouvait à une force tellement forte en énergie, on était complètement paniqués. C'était un grand n'importe quoi. Mais c'était... je m'en souviendrai toute ma vie, de toute façon, c'est sûr. Notre première expérience au château de Fougeray, dès le début, on a eu peur. En fait, là où on a été le plus traumatisé, c'est pas à l'intérieur du château, mais c'est à l'extérieur. Parce que comme c'était un pilote, un peu un format hybride, on savait pas trop ce qu'on allait faire. Est-ce que c'était un unitaire ou est-ce qu'on allait faire une série? On avait décidé d'y aller en camping-car, un peu ambiance Scooby-Doo. Et l'idée, c'était donc d'arriver en camping-car sur un lieu et de dormir dans le parc, comme ça, de ne pas déranger le château. On fait l'enquête et ensuite on dort dans le parc du château ou du lieu qui nous reçoit. Et en fait, donc on l'a fait une fois, on ne l'a plus jamais refait. Ça a été un enfer. Mais vraiment, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je m'en souviens, j'ai pleuré et tout. Donc on avait 2 nuits au château. Et donc la première nuit, on fait l'enquête, ça se passe plutôt bien. Il se passe déjà pas mal de petites choses. 6h du matin, on va dans le camping-car, on se couche. Et 5 minutes après qu'on se soit couché, on entend comme si quelqu'un traînait des chaînes sur le gravier. Et là, mais du coup, avec Jonathan, on dort pas du tout et on est traumatisés, on chuchote. Et là, ça tape au carreau. Et ça n'a cessé de taper au carreau. Mais j'étais en pleurs, j'étais traumatisée. Et le pire, c'est qu'on avait laissé toutes nos caméras dans le château. Donc impossible de documenter tout ça. Parce que, alors, incapable, aussi bien Jonathan et moi, de sortir du camping-car pour traverser la cour et retourner dans le château chercher les caméras. On était traumatisés. Donc la seule chose qu'on a pu faire, c'est de téléphoner à la maman de Jonathan et lui dire ce qui se passait. Et du coup, elle a fait plein de prières et un rituel depuis chez elle. Donc on a mis le haut-parleur et on s'est un peu endormi sur ses paroles, mais c'était... Et du coup, le lendemain, on a dormi à l'intérieur du château. On n'a plus jamais dormi dans le parc. À partir du pot de confiture et du téléphone, je me suis dit, il faut que je fasse ce tournage pour en être sûre, est-ce que c'est réel ou est-ce que je deviens folle. J'ai vraiment décidé de me lancer dans le paranormal après la première enquête au château de Fougeray parce qu'il s'était passé tellement d'événements que je pouvais plus nier. Et mais dans une utopie totale et dans une naïveté complète, j'ai tout quitté. J'ai quitté collège, j'ai quitté toutes les productions pour lesquelles je bossais et j'ai voulu mettre toute mon énergie dans ce projet qui est à la fois le développement d'une série documentaire, mais surtout, et c'est toujours mon air de guerre d'aujourd'hui, d'ouvrir les consciences sur la réalité du monde des esprits et aujourd'hui du monde invisible dans toute sa généralité. Tout le spectre du paranormal au plus large. J'ai rencontré des chamans, des sorcières, des médiums, géobiologues, radiesthésistes. Donc c'est ça aujourd'hui que j'ai vraiment envie de faire comprendre en France notamment, parce que c'est là où on a vraiment beaucoup plus qu'un train de retard, que ça fait pas forcément... Enfin, ça peut faire peur parce qu'on ne le connaît pas, mais que communiquer avec le monde des esprits, ça veut pas dire que tu vas te faire posséder, que tu vas parler avec Satan, que forcément tout est foncièrement noir et traumatisant. Il y a de très belles énergies, il y a des choses super belles avec lesquelles on peut communier et qui vont nous faire du bien, qui vont nous apporter des belles choses, que ce soit pour notre habitat, pour notre âme et pour notre façon de vivre au quotidien en fait. J'ai plein de doutes sur le fonctionnement. Comment fonctionne le monde des esprits ? C'est hyper compliqué de réussir à avancer et de trouver des réponses parce que dès que t'en demandes un peu trop, généralement la communication se coupe. Oui, parfois ça fait peur, il y en a qui sont pas sympas, mais la plupart ils sont cool. Après, la science pourra toujours réfuter malgré tout en disant c'est un film, vous avez truqué votre post-prod et c'est pour ça qu'on garde tout. Mais depuis le début, on doit avoir une dizaine de disques durs, ça nous coûte une fortune.
tous nos tournages sont archivés de A à Z. N'importe qui me dit « ça c'est faké », et ben je l'invite à venir à la prod et de voir dans nos archives et il verra le rush original. Dans ma boutique à Angers, j'ai beaucoup d'esprit. Ils sont arrivés au fur et à mesure, mais dès le départ, comme la boutique à Paris, j'ai dit pourquoi, quelle était la démarche pour que j'ouvrais ce lieu. Et du coup, à Angers, j'arrive vraiment à communiquer hyper bien avec eux, quand bien même je suis ni clairvoyante ni clairaudiente. Moi, c'est uniquement grâce à mes appareils. Et je leur ai demandé, je fais « Vous parlez français dans l'autre monde ?» Ils m'ont dit « Oui, tout à fait ». Donc voilà, je réussis de temps en temps à avoir des petites brides d'informations. Mais ça reste encore infime, quoi. La route est longue. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me raconter ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur notre page Instagram. Si vous aussi, vous avez le courage de vous replonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec nous, venez nous raconter vos histoires et vous ferez vous aussi partie de la Société de Nîmes. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou, mixé par Dimitri Benamou, et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.